La déclinaison de PTCE se lève. Thierry, tu sais pas ce que ça veut dire? Bon, alors il y en a quelques-uns qui ne se sont pas levés. Est-ce que Marie, tu veux en un mot dire je le détaillerai tout à l'heure, mais les pôles territoriaux de coopération économique. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas trompé d'atelier. C'était bien celui-ci. Bon, parfait. Alors, vous voulez savoir qui est animateur, membre ou partenaire d'un PTCE parmi les personnes qui sont dans la salle? Si vous voulez vous lever, donc les animateurs. Oui, Stéphane. Émergent. Émergent aussi? C'est le réseau solidaire de Rennes. D'accord. Est-ce qu'il y a des PTCE non émergents qui sont déjà installés depuis longtemps? De quel Sud-Aquitaine, oui. Bah, voilà, vous êtes représenté largement. Okay. Troisième question, qui connaît la charte des PTCE? Pareil, levez-vous, non, mais l'existence de la charte. Hein, je pense que l'existence de la charte des PTCE, oui, bien sûr. Hein. C'est pas une charte des PTCE. Il y a une charte. Qui connaît l'existence de la charte des PTCE? Et pour finir, qui a signé la charte des PTCE? Ok. Bon, ça peut déjà peut-être la première chose à faire. Écoutez, voilà, merci. Je pense que tout le monde est arrivé. Donc, juste pour vous prévenir que la rencontre, l'atelier est enregistré et diffusé, on dit, en direct. Voilà. Et donc, les personnes à distance, n'hésitez pas à poser des questions par le chat. Il y a Pierre-Alain Simon donc du RTS qui est là et qui pourra se faire votre porte-parole. Voilà. Merci Anne-Laure. Rebonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette table ronde sur les pôles territoriaux de coopération économique. Donc, je suis Marie Vernier, déléguée générale du Labo de l'ESS, qui est un think tank dédié au secteur. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un niveau de connaissance quand même assez élevé sur les PTCE, donc c'est une bonne chose. Mais juste rapidement, avant de passer à la table ronde, on va vous proposer un petit rappel historique sur ce que sont les PTCE et comment ils sont nés. En fait, ce concept, il a émergé vers les années 2009, à partir d'une réflexion engagée au labo et animée par plusieurs réseaux de l'ESS, dont le RTES. Et une première définition des PTCE a été donnée en 2010 par ce collectif d'acteurs, avant que les PTCE soient vraiment inscrits dans la loi de juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire. À la suite de cette inscription, ont été lancés 2 appels à projets nationaux en 2013, un petit peu juste avant, et en 2015, qui ont apporté un soutien financier à 37 pôles territoriaux de coopération économique lauréats. Et depuis 2015, l'essaimage des PTCE s'est poursuivi, le développement s'est poursuivi, principalement d'ailleurs à partir de financements régionaux, on en reparlera. Et puis, on est très heureux aujourd'hui de la relance de cette politique publique co-construite autour des pôles territoriaux de coopération économique, et c'est Yann Josot du ministère des Finances qui nous en parlera tout à l'heure. Donc, les PTCE, de quoi parle-t-on? C'était la blague introductive pour démarrer cette table ronde. Donc, on parle bien de pôles territoriaux de coopération économique. Pôles parce que ce sont des regroupements d'acteurs, au cœur duquel il y a une structure de l'économie sociale et solidaire, majoritairement des associations d'ailleurs, et qui travaillent de manière décloisonnée avec d'autres acteurs, entreprises tout secteur, centres de recherche, établissements d'enseignement, collectivités bien sûr. Territoriaux parce qu'ils partent de besoins du territoire non couvert et qu'ils tentent d'y répondre à des échelles, on le verra aussi, plutôt des bassins de vie, des intercommunalités, et favorisent comme ça leur attractivité. De coopération parce qu'en fait, tous ces acteurs suivent une stratégie commune et continue de coportage d'activités économiques, de mutualisation de moyens et de personnes. Et économique, parce que derrière tout ça, il y a quand même l'idée d'avoir un modèle économique durable à partir d'innovation sociale, à partir d'innovation technologique. Certains PTCE mettent carrément en œuvre des filières économiques sur certaines activités. Je pense qu'on aura l'occasion de l'illustrer dans la table ronde.
Le labo a proposé en fin 2020, à la demande de Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, un diagnostic renouvelé des pôles territoriaux de coopération économique pour rendre compte déjà de cette évolution des PTCE depuis 2015, étudier l'impact des 2 appels à projets que je viens de vous citer, et puis mesurer les freins à l'émergence et surtout faire des propositions pour que ces dispositifs se renforcent et émergent. J'ai entendu qu'il y avait certains porteurs de projets de pôles émergents. Donc, ce diagnostic, rapidement, il s'est fondé sur une méthodologie d'une démarche collaborative avec l'ensemble des réseaux qui s'étaient déjà activés dès 2009, dont le RTES, dont le CNCRES, le MES, le CORAS. Et puis, le diagnostic a reposé concrètement sur une enquête quantitative, des entretiens qualitatifs et des visites de terrain. Ça nous a permis de donner une cartographie, je pense qu'on peut vous l'afficher, de 74 PTCE identifiés fin 2020, dont 56 actifs. Pourquoi le reste d'inactifs? Parce que principalement, soit défaut de financement, soit problème de gouvernance. Et puis, on était dans une période aussi de sortie de confinement où certains PTCE avaient été contraints d'arrêter leur activité et on les a du coup considérés comme inactifs à ce moment-là. Cette cartographie, en fait, elle est dynamique. Anne-Laure parlait tout à l'heure de la charte des PTCE. Cette charte, elle a été vraiment écrite et renouvelée à l'occasion du diagnostic pour être un document, au-delà de la loi de 2014, fédérateur des valeurs et des principes d'action des PTCE. Donc, tous les acteurs, qui soient membres de PTCE, cellules d'animation ou PTCE en émergence, sont invités à signer la charte, qui est aujourd'hui accessible sur le site du RTES, sur le site du labo de l'ESS. Ça nous permet d'enrichir cette cartographie de manière dynamique et d'identifier les différents acteurs à l'œuvre et puis surtout de vous communiquer les informations aussi sur les différentes actualités de la relance dont on parlera tout à l'heure. Alors, quelques renseignements rapides sur le diagnostic. Je ne vais pas tous vous les donner, mais je le citais tout à l'heure, l'échelle principale d'action d'un PTCE, c'est l'échelle communale, voire intercommunale. Donc, tous ces chiffres que je vais vous citer sont cumulatifs, évidemment. Donc, c'est quand même le bassin de vie qui est en cause principalement. 70% des PTCE répondent à des besoins non traités du territoire et de ses habitants, et d'ailleurs sont parfois même à l'initiative de collectifs d'habitants. Ils viennent structurer des activités existantes ou apporter des solutions à des entreprises locales, participer à la mise en œuvre d'une stratégie de développement territorial. Les 3 secteurs principaux d'activité des PTCE aujourd'hui sont toutes les activités liées au développement durable, l'agriculture et l'alimentation, 57%, et les activités liées à l'emploi, là encore 52%, tous ces chiffres, je le redis, étant cumulatifs. Et comment font les PTCE? C'est ce que vous voyez en dessous, soit par de l'accompagnement de projets, à 87%, par une offre de services dédiés, donc parfois une vraie filière économique, des actions de sensibilisation qui sont présentes à peu près partout, donc de la formation, des échanges de savoir. Et ce qui nous a un petit peu étonné dans le diagnostic, c'est que 65% des PTCE estiment ou gèrent, se déclarent gestionnaires d'un tiers-lieu. Donc, c'est quand même des dynamiques qui sont aussi incarnées dans des tiers-lieux. 100% des PTCE interrogés sont structurés avec ou autour d'une association. Et ce qui est intéressant, c'est que 70% d'entre eux fédèrent aussi des sociétés anonymes, des SAS ou des SARL, donc à but lucratif. Et alors 70% également des citoyens et citoyennes, j'en parlais tout à l'heure. Je vous laisse découvrir les autres chiffres dont je ne vais pas vous abreuver. Un point important, enfin un point intéressant quand même, c'est ces dynamiques de pôle, elles sont soit structurées autour d'une cellule d'animation qui est créée ad hoc, qui est une structure juridique autonome des différents membres du PTCE et qui est créée spécifiquement pour en assurer l'animation. Donc ça, on appelle ça une cellule d'animation, 40%, 39% exactement des PTCE en sont dotés. Soit c'est un des membres du PTCE qui assure cette gestion et cette animation en tant que structure porteuse. C'est en gros l'autre moitié des cas de figure. Et puis pour finir, 70%, donc c'est lié à cette notion de cellule d'animation, 70% des PTCE disposent d'un budget ad hoc propre à leurs actions et le reste, 30%, ne disposent que de dépenses fléchées par les membres. Donc c'est important de savoir que ces dynamiques, elles permettent quand même de générer de l'activité en tant que telle et de drainer des ressources propres à terme. En tout cas, c'est l'objectif et 70% des structures y parviennent. Même si on reste sur des budgets quand même très limités, puisqu'on parle en fait de budget moyen de 250 000 €, et la majorité des PTCE ayant même des budgets inférieurs à 100 000 €.
Tous ces budgets permettent quand même de créer de l'emploi. En moyenne, un PTCE embauche 3,3 ETP. Donc, ça consomme à peu près 100% de ces ressources. Voilà pour les grands chiffres. L'intégralité du diagnostic, évidemment, est à retrouver sur le site du labo de l'ESS. Mais voilà. L'idée, c'était de vous donner un petit peu un aperçu avant de passer à la table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. On peut peut-être prendre une ou deux questions par rapport au diagnostic qui a été présenté. Donc, comme vous le voyez, il y a un peu une photo aujourd'hui des PTCE par rapport donc, aux PTCE ayant répondu à l'enquête. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à cette présentation? Non. Oui, ah bah, oui, bonjour, Jean-Philippe Brun. Par rapport à l'évolution des PTCE sur une période de maintenant 13 ans, si je compte bien, est-ce qu'on parle exactement de la même chose? J'imagine que non, parce que toute structure évolue. Par rapport à la première génération des PTCE agréés, est-ce que les PTCE d'aujourd'hui, notamment les PTCE émergents, présentent les mêmes caractéristiques pour suivre les mêmes buts, ou est-ce que l'on peut mettre en avant quelques différences notables dans leur construction et dans leurs aspirations? Deux questions. Excusez-moi. Par rapport à l'émergence de ces PTCE, est-ce que c'est la collectivité, est-ce que ce sont les collectivités territoriales qui sont à l'origine et qui essaient de mobiliser acteurs sur des problématiques du territoire, ou est-ce que c'est une coopération, une volonté de la part de certaines entreprises? Je pense à l'expérience qu'il y a à l'Ardèche, et ce sont les entreprises qui mobilisent ou qui sensibilisent les collectivités à être impliquées dans le PTCE. Merci. Marlène Perrefit, Université de Bordeaux, et plus sur le développement territorial. Alors, je réponds, merci pour ces questions. Sur l'évolution des PTCE, c'est plutôt une tendance continue, c'est-à-dire que à quelques exceptions près, celle que je citais sur la gestion tiers-lieu, c'était absolument pas quelque chose qui remontait dans les années 2010. En tout cas, pas comme un mode opératoire majoritaire dans l'ensemble des territoires de coopération économique. Après, les trois domaines d'activité dont je vous ai parlé, à ma connaissance, ont toujours été ceux-là. Sauf si Anne-Laure dit le contraire, mais de ce qu'on a, nous, d'analyse de 2019, on était déjà sur les enjeux liés au développement durable, sur les enjeux liés à l'emploi et sur les enjeux liés à l'alimentation et à l'agriculture. Sur les dynamiques émergentes, pour le coup, c'est peut-être, on pourra peut-être y répondre ensuite en parlant de la relance, parce que moi, je n'ai pas une visibilité forcément d'ensemble sur les dossiers émergents. Bonjour, je prends le micro pour vous dire que non. Simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder de façon très très précise l'ensemble des 107 dossiers qui ont été phase 1 pour en tirer des caractéristiques en particulier. En revanche, ce qui a peut-être un peu changé depuis quelques années, c'est l'utilisation de plus en plus volontaire du format SIC auprès des PTCE, et donc on le voit, beaucoup de PTCE, y compris les PTCE émergents, se positionnent déjà sur des formules plutôt de SIC plutôt que d'association. Ça, c'est plutôt une tendance de fond. Ok. Peut-être juste, quand tu parles de 107 dossiers, oui, j'en parlerai tout à l'heure un peu, c'est les lauréats de la phase 1, mais j'en parlerai un peu tout à l'heure. Okay. Peut-être la réponse sur les collectivités ou pas. De notre côté, enfin côté État, pardon, je me présenterai tout à l'heure, mais l'appel à manifestation d'intérêt, clairement, est à l'attention des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est eux qui sont porteurs, pas les collectivités. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de séparation
en tout cas de fermer la porte aux collectivités, parce qu'on sait que les modèles qui fonctionnent le mieux sont des modèles intégrés dans lesquels c'est plutôt un entrepreneur du côté acteur d'économie sociale et solidaire qui porte et qui est très très appuyé par des collectivités. C'est ça le bon format. Quand c'est monté par des collectivités en direct, ben, on a moins fait l'expérience de la solidité du concept à terme en fait. Il vaut mieux que c'est un entrepreneur qui porte. Par contre, parfois, on a vu des PTCE où l'impulsion pouvait être donnée par la collectivité ou par un organisme partenaire de la collectivité, mais je pense que Stéphane pourra en témoigner tout à l'heure. Juste par rapport à la question de lien avec les collectivités, donc c'est un des sujets sur lesquels on avait travaillé au RTES. Et Marie, tu soulignais qu'il y avait la moitié des PTCE qui ont une collectivité parmi leurs membres, en tant que membres du PTCE. Et par ailleurs, dans l'étude précédente qu'on avait réalisée, on a 90% des PTCE qui ont un lien avec 2 à 6 collectivités locales. Mais ce lien pouvant être simplement un lien financier, enfin de financement sur des activités du PTCE et pas forcément un soutien au PTCE dans son ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les collectivités accompagnent des activités des PTCE, mais il y a encore aujourd'hui assez peu de collectivités qui accompagnent le PTCE dans son ensemble, même si ça peut faire une très bonne transition. On peut peut-être tout de suite donner la parole à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, Maud Caruel, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine. Marie, tu avais souligné que les PTCE, les PTCE ont pu se développer grâce à des financements des régions. Enfin, les régions ont un rôle important en matière de soutien au PTCE. Hier, lors de la plénière d'ouverture, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, a cité les PTCE comme étant un des modes, on va dire, de l'économie sociale et solidaire méritant particulièrement d'être accompagné. Donc, Maud, pourquoi vous êtes là et quel est le rôle de la région Nouvelle-Aquitaine par rapport à ces démarches? Effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne en tout cas l'émergence des PTCE. Il y a un travail qui est réalisé depuis de nombreuses années maintenant sur les différents territoires, puisqu'on a des chargés de mission région sur l'ensemble des territoires de la grande région Nouvelle-Aquitaine qui travaillent en lien avec les acteurs. Et c'est ce lien qui fait derrière que peuvent être financés des projets de coopération. Après, on peut être sur d'abord de la coopération juste ponctuelle. Après, on peut être effectivement sur la mutualisation des moyens et à terme évoluer vers un PTCE. On expliquera mieux que moi, Stéphane Montuzet, sur le PTCE de Tarnos, mais c'est un long cheminement. La mise en place d'un PTCE, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Et effectivement, c'est une mobilisation des acteurs du territoire pour que véritablement ces PTCE soient viables sur de nombreuses années et se pérennisent. Et c'est tout ce cheminement que la région Nouvelle-Aquitaine accompagne par la mobilisation de fonds et également par la mobilisation des fonds européens aussi pour la durabilité de ces PTCE. Donc, il y a un vrai engagement, une vraie volonté de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je le vois aussi sur la carte, j'ai vu notamment en Occitanie, il y a pas mal de PTCE. Alors voilà, il y a plusieurs régions qui accompagnent ces pôles de compétences et on est véritablement sur du développement de territoire. Donc, sur vraiment essayer dans tous les territoires de faire en sorte que les acteurs travaillent ensemble, soit sur une thématique, soit sur une problématique d'emploi, etc. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine est un acteur à part entière sur l'émergence de ces PTCE, après, ensuite, labellisé par l'État, qui nous dira ça. Pas encore labellisé. Voilà, pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc, on a en ce moment des PTCE émergents. Vous évoquez la mobilisation des fonds européens. Oui. Est-ce qu'il y a une ligne dans le cadre des programmes opérationnels du FEDER Pardon ? Est-ce qu'il y a une ligne du programme opérationnel FEDER ? Enfin, il y avait en tout cas une ligne du programme opérationnel FEDER qui pointait le soutien au PTCE comme étant un des axes. Je ne sais pas si sur la nouvelle programmation. Je ne suis pas assez encore expert dans ce... Mais ouais, on était sur du FSE au niveau du FEDER. J'ai pas... Ouais.
Donc, mais à voir comment les choses vont évoluer justement au niveau des fonds européens. Et je pense qu'on a une spécialiste avec nous sur les fonds européens. Voilà. Merci. Je sais qu'il y a la région Hauts-de-France qui est dans la salle, je ne vois plus Quentin. Si, voilà. Quentin Ville de la région Hauts-de-France qui a peut-être un mot sur le dispositif ACT que la région de France a mis en place depuis plusieurs années et qui a comme objectif d'accompagner ces démarches de coopération territoriale. Oui, bonjour à tous. Effectivement, en 2018, la région a mis en place un dispositif, et je vais peut-être répondre aussi à une question sur finalement la cible et le portage, à la fois pour financer des projets portés par des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou des acteurs visant des projets de coopération sur tout stade de vie, qui soit en émergence, en structuration, en développement, ou aussi dans des logiques d'essaimage sur le territoire régional. Donc, vraiment de positionner le financement sur ce besoin d'ingénierie, d'animation, de l'hétérogénéité des acteurs, en visant aussi cette diversité qui a été présentée en tout début, à la fois de toucher les associations, toucher les entreprises du territoire, donc avec cette logique de dépasser un petit peu les 70% dans ce qui a été la remontée sur les PTCE d'entreprises et de sociétés commerciales intégrant ces PTCE, d'avoir aussi des collectivités autour de table, des citoyens aussi, c'est un axe dont on parle moins aujourd'hui, mais qui est important pour nous. Voilà, un petit peu, aujourd'hui, c'est 17 à 19 projets qui ont été soutenus là, parce qu'il y a une commission qui vient de statuer sur de nouveaux financements. On a fait un petit peu une démarche qualité sur les apports du dispositif. On rejoint un petit peu ce qui ressort du diagnostic lié à la relance des PTCE du labo de l'ESS, avec nous des intentions aussi, à la fois sur la diversité des modèles économiques, parce qu'on sait qu'à un moment donné, s'il y a un financement public qui tombe, forcément il y a une menace sur la pérennité du PTCE. Donc ça, c'est des logiques qu'on essaie d'intégrer dès le début et dès la phase d'émergence des PTCE. Donc avec aussi un soutien réseau en région qui est important, avec un travail coordonné de la CRES Hauts-de-France, mais aussi de l'Institut Gaudin, que certains doivent connaître parmi vous, et de réseaux d'acteurs plus régionaux aussi, donc, qui travaillent sur cette question. Et le lien finalement qui peut être fait, parce qu'on en a beaucoup dans les initiatives qu'on accompagne, avec l'insertion par activité économique qui est très moteur chez nous dans les projets de coopération, qui est parfois un socle des départs, et voilà, avec des perspectives de développement pour les territoires. Et je pense que voilà, le lien qu'on peut faire avec les EPCI est très, très important. Voilà. Et dans l'initiative, finalement, aujourd'hui, on voit quelques territoires qui n'étaient pas forcément moteurs sur l'ESS s'investir sur ce sujet-là des pôles territoriaux de coopération économique. Donc, c'est parfois aussi une porte d'entrée pour acculturer des territoires au champ de l'ESS. Voilà. Merci. Merci, Quentin. Stéphane, on a évoqué le rôle des régions en matière de soutien à l'économie sociale et solidaire. Les autres collectivités, les autres niveaux de collectivités ont aussi un rôle important, puisque ce qui a été dit rapidement, c'est que les collectivités peuvent intervenir au niveau un peu du repérage des besoins et des acteurs, au niveau de la mise en réseau, de la fonction, de l'investissement, de l'ingénierie, du conseil aussi parfois. Par rapport, alors, tu es à la fois le président de la CRES Nouvelle-Aquitaine et puis surtout en même temps, non pas surtout, mais également fondateur, porteur du pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine. Est-ce que tu peux évoquer rapidement la genèse du PTCE et notamment le lien avec les collectivités locales et aussi la façon dont le PTCE a pu un peu bousculer les politiques publiques et le fonctionnement des politiques publiques? D'accord. Alors, surtout directeur, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui, ici, le métier, il est là quand même au quotidien. Pour revenir un petit peu sur l'historique, on était, il y a 20 ans, avec certains acteurs associatifs très ancrés dans l'éducation populaire, d'ailleurs, Réseau Foyer des jeunes travailleurs, notamment auprès du Comité de bassin d'emploi, qui est une association de développement économique qui existe depuis 1993,
dès les fins des années 90, début des années 2000, on sous-tendait aux collectivités que l'on pouvait, parce qu'elles se posaient des questions de maîtrise du développement économique, de la façon dont on pouvait s'assurer que des effets sociaux, que ce soit en termes d'emploi ou de soutien aux plus démunis notamment, parce que ça a été notre porte d'entrée, nous, même si après, c'est pas l'occasion de le dire après, on a un éventail d'actions maintenant et d'orientation de thématiques que l'on traite qui est relativement important, mais qu'on était capable de porter un développement socio-économique sur le territoire au travers des principes, des valeurs et des organisations de l'ESS. Alors à l'époque, on ne disait pas le mot PTCE, mais évidemment, il est arrivé après, il y a eu des chercheurs qui ont réfléchi à tout ça, qui ont trouvé, qui sont là pour ça, ils ont trouvé des mots, c'est bien, ça nous a permis de comprendre, y compris nous-mêmes, ce que l'on faisait. À l'époque, on disait un modèle de développement, pas au sens exemplarité, mais il y a une façon de développer le territoire où on peut imaginer un développement territorial, parce que les PTCE, effectivement, comme notre Karel le disait à l'instant, c'est du développement des territoires qui pouvait s'organiser au travers des principes, des valeurs, des organisations de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire avoir un développement territorial plus démocratique, beaucoup plus participatif, qui pense les questions de redistribution, pardon, et non on parlait du lien entre l'économique et le social à cette époque-là. Et on a de suite fait le pont pour le coup avec les politiques publiques, parce que on était à la fois dans une forme de demande des élus locaux sur cette question du développement économique, comment on le faisait, qu'est-ce qu'il pouvait générer, comment on pouvait s'assurer qu'il retombait sur le territoire. Et ensuite, nous-mêmes, nous étions, parce que acteurs militants de l'ESS, dans une forme d'action très volontaire de mise en conviction des acteurs politiques et de la promotion pour le coup de l'économie sociale et solidaire dans ces logiques-là et dans ces circuits-là. Très rapidement, on s'est emparé des outils comme les SIC. Alors nous, le PTCE est porté animé, parce qu'on le définit comme étant un collectif avant tout, d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. On est entre 25 et 30 organisations qui en constituent le cœur, le noyau. Il est effectivement animé par une association, donc on est plutôt sur cette logique-là si on doit essayer de se retrouver dans les éléments de diagnostic qui ont été présentés tout à l'heure. Très rapidement pour nous, la logique était de s'assurer que les collectivités soient en permanence dans ce que nous mettions en place. Alors, pas tant, même si effectivement le soutien des collectivités de tout rang d'ailleurs était nécessaire, parce que les fonctions d'animation elles sont absolument indispensables pour faire vivre un PTCE, et c'est ce qui est le plus compliqué à faire financer, très clairement. Quand on anime des collectifs, alors en même temps, on est à peu près certain qu'il y a des choses qui vont en sortir, mais on ne sait pas quoi. Et ça, sous le couvert de mode, mais les élus n'aiment pas trop ça potentiellement, parce que voilà, on ne sait pas trop où on va, qu'est-ce qui va se passer. Bon, sauf que dans la réalité, si on n'investit pas sur 7 ans d'ingénierie, et ça a été dit sur la région de France aussi, il ne va pas se passer grand-chose non plus. Donc il faut bien amorcer la pompe derrière. Mais ce n'est pas ça qui nous intéressait en tant que tel. On était aussi sur la nécessité de recomposer sur le territoire l'action publique au regard de ce que pouvaient porter les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et dans ce que nous appelions à l'époque le décloisonnement, c'est-à-dire qu'il fallait décloisonner la partie privée, la partie publique, et pour le coup, les outils, les organisations de l'ESS étaient parfaitement adaptés pour ça, parce que par essence, ce sont des organisations de coopération qui permettent à chacun de trouver leur place. Et c'est pour ça que les SIC sont devenus un outil assez important là-dedans. Et dans toutes les SIC que nous avons 7 SIC dans le PTCE Sud-Aquitaine. Les collectivités sont présentes dans chacune de ces sociétés coopératives, que ce soit sur la formation professionnelle, sur la création d'activités, sur les questions alimentaires aussi également, sur l'écohabitat, ainsi de suite. Voilà. Donc, de façon à s'assurer que cette logique de coopération, elle soit à la fois à l'échelle du développement territorial, mais aussi à l'échelle des activités qui composent le champ du pôle de coopération. Et pour le coup, j'ai cité un certain nombre d'autres thématiques. Je disais tout à l'heure qu'on venait du secteur de la formation, l'emploi, l'insertion, parce que c'est un petit peu natif chez nous, mais on travaille maintenant depuis de longues années sur les questions de l'écohabitat, on structure des filières de déconstruction, on travaille sur une filière de construction de logements sociaux, notamment éco-construits et biosourcés, un PAT, programme alimentaire territorial, est totalement porté par les organisations de l'ESS et par les dynamiques du PTCE. Voilà, donc il y a différentes choses maintenant, un petit peu plus un élargissement thématique et puis une structuration un peu plus verticale. Si je peux qualifier les filières comme ça, c'est pas forcément le mieux, mais enfin en tous les cas qui est venu s'ajouter à une logique territoriale et horizontale. Je crois que c'est un questionnement que les PTCE pourraient continuer à se poser dans l'avenir, c'est comment
on est vraiment dans une logique territoriale, dans cette horizontalité des cloisonnements et de ce qu'on dit réellement derrière les questions de coopération et comment on peut s'emparer de thématiques. Et ça, c'est le côté un peu militant qui parle aussi, parce que je pense que certaines thématiques seront beaucoup mieux être emparées par l'économie sociale et solidaire que soit d'être laissées de côté parce que ce soit pas rentable ou marchandisé, le président en parlait hier, ou sur son inquiétude sur les services à la personne. Voilà. Merci. Peut-être si on peut prendre deux ou trois questions ou témoignages hein, ou remarques par rapport à cette première présentation. Oui. Bonjour, Marie Pentier, je représente le syndicat mixte de traitement des déchets Valorisons qui est basé dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Je voulais vous interroger simplement sur les liens qui peuvent être faits entre les PTCE et les démarches EIT qui sont d'écologie industrielle territoriale, qui sont poussées sur les territoires. J'avais noté que dans pas mal d'entre eux sont déjà au centre de leur PTCE une démarche EIT. Donc, savoir quels sont les liens, enfin voilà, on peut avoir votre retour sur ces liens de monde. C'est dégueulasse, c'est à moi qui ai le micro. Là. Non, sérieusement, je ne suis pas en posture de vous répondre sur ce sujet-là. La question, comme on le voit, c'est déjà comment est-ce qu'on caractérise un PTCE, à quoi ça sert sur son territoire, avant de commencer à être en contact avec l'ensemble de l'écosystème. Alors, on a des choses un peu plus natives avec les tiers-lieux, parce que voilà, il y a une espèce de proximité entre les tiers-lieux et les PTCE qui est évidente. On est en train de monter aussi cette proximité avec les clusters, voilà, qui sont connus là-dessus. Donc voilà, on commence, mais je le dirai tout à l'heure, nous, ça fait 4 mois qu'on se remet de façon très active sur ces questions-là. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on est encore pas tout à fait opérationnel, ou même pas du tout. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine, enfin en fin de semaine là, avec la structure nationale qui réunit toutes les agences de développement, en fait. Ils cherchent un petit peu à changer un peu de leur braquet, ou en tout cas leur façon d'intervenir sur le territoire. Donc, voilà, je ne suis pas allé assez profondément pour répondre. En revanche, je pense que les gens sur le terrain font le travail, en fait, en réalité. C'est là où moi, je ne peux pas vous répondre en direct parce que je suis trop loin dans ma tour d'ivoire parisienne. Peut-être Patricia. Alors, oui, une réponse d'une tour d'ivoire parisienne. Je suis là parce que je suis élue locale et vice-présidente du RTS, mais dans la vie professionnelle, je travaille à l'Agence nationale de cohésion des territoires sur la ruralité. Et la question et la non-réponse de la question m'inspire aussi des éléments. C'est que c'est pas encore très intégré de manière transversale dans les politiques publiques de l'État. Pour travailler avec des collègues qui travaillent sur des acronymes comme Petite Ville de demain, Territoire d'industrie, je vois bien que j'essaie d'en parler à droite à gauche des logiques ESS et des logiques PTCE. Alors, j'ai pas du tout un regard ou une écoute ignorante de la part de mes collègues condescendantes. J'ai une écoute très curieuse. Ah oui, on connaît mal, qu'est-ce que c'est? Oui, j'en ai entendu parler, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais je connais pas. Voilà. Mais ça nous intéresse, il va falloir effectivement qu'on prenne le temps de faire des liens. C'est un peu ça. Et je crois que ça illustre un peu la tonalité des rapports entre ces ovnis qui sont les PTCE et les politiques publiques de l'État qui bougent quand même, comme le disait Yann. Et par contre, il y a certains PTCE qui ont mis au cœur de leur projet la question de l'écologie industrielle et territoriale. Et je pense notamment au PTCE dans le Grand Est. On échappe, ça y est, qui était vraiment un des premiers PTCE lauréats. Oui, c'est ça. Celui d'Arcelor. Alors, il y a la Vallée de la Fench, oui, puis il y a CISDT, enfin, ouais, mais la PTCE de la Vallée de la Fench a vraiment mis au cœur ces questions de écologie industrielle et territoriale. Et après, il y a certains PTCE qui ont pu s'intégrer dans d'autres démarches plus larges, comme ce qui était évoqué par rapport à territoire d'industrie, où le groupe Archer a ensuite pu, Stéphane, tu pourras en dire un mot, à Grasse également, le PTCE de Grasse s'est ensuite inscrit, mais aujourd'hui on est quand même plutôt sur des aspects, comment dire, un peu ascendants,
où un PTCE, de par ses actions, arrive à avoir une crédibilité sur un territoire, entraîner des partenaires sur son territoire, notamment et des partenaires de l'économie sociale et solidaire, et à inscrire ces acteurs de l'économie sociale dans d'autres types de démarches. Mais effectivement, comme Patricia l'indiquait, on n'est pas encore du tout à une prise en compte par ces dispositifs ou démarches nationales de ces PTCE. Après, moi, je voulais valoriser, c'est sur mon territoire en tant qu'élu, et en tout cas, il y a une volonté de valoriser, justement, de travailler autour de cette thématique, et c'est aussi pour ça que vous êtes là aussi. Enfin, ce lien, on le voit, hein, de ce qui émerge entre les structures de l'ESS sur Valorisons et entre les entreprises classiques, hein, qui travaillent autour du déchet plastique. Enfin, voilà, il y a déjà ce lien qui se fait sur votre site, et cette volonté qui est mise en avant, en tout cas dans votre PTCE. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'origine des PTCE, enfin en tout cas ce que des élus du RTES portaient à l'époque, c'est par rapport à la politique nationale des pôles de compétitivité, de se dire que dans les territoires, il y avait aussi des démarches de coopération qui avaient davantage d'impact sur le territoire, avec une valeur ajoutée qui restait sur le territoire, des emplois créés, et qui était très peu soutenue. Et un des enjeux des PTCE vus par les élus du RTES, c'est de dire comment ces types de démarches peuvent être accompagnés au même titre que d'autres démarches, type à l'époque de pôle de compétitivité, qui sont accompagnées, qui sont financées, mais qui n'ont pas forcément autant de retours sur les territoires, de retombées sur le territoire en termes d'emploi, en termes de création d'activités, en termes de partage de la valeur ajoutée. Effectivement, un enjeu important. Mais voilà, en tout cas, enfin, c'est vraiment super intéressant que des PTCE d'emblée puissent s'inscrire en articulation avec d'autres dispositifs, d'autres démarches. Oui. Non, mais je crois que c'est dans l'essence même d'un PTCE, très clairement. Ou alors le PTCE, il faut qu'il arrête de se revendiquer de l'ESS, parce qu'on est bien dans cette logique à la fois de rassemblement et puis de tisser des passerelles et des ponts. Et je crois que nous, on travaille beaucoup, de plus en plus, sur la question d'économie circulaire. On va travailler avec le syndicat Patagonie de façon récurrente maintenant sur ces sujets-là, qui travaille sur la question des déchets sur le Pays Basque. Donc on voit bien que même s'il n'y avait pas une intention de départ initiale, parce que voilà, c'est ceux qui peuvent venir sur une entrée très précise, mais il y en a d'autres qui peuvent au fil du temps effectivement évoluer et faire évoluer leur activité. De toute façon, on voit bien que certains sujets, parce qu'ils sont à la fois tellement prégnants sur les territoires et parce que globalement l'ESS, de façon générale, a quand même vocation à s'y intéresser. Et c'est vrai que les questions du réemploi, les questions de l'économie circulaire de façon très générale sont des choses sur lesquelles on vient rapidement se confronter. Après, on s'en empare. Je voudrais parler à M. Échevin, au cas où je ne pourrais pas lui parler. J'avais rendez-vous avec lui aujourd'hui, mais je ne peux pas assurer ce rendez-vous. Je lui ai envoyé un mail, mais je ne sais s'il l'a reçu, il n'a pas répondu. Monsieur Échevin. Se mettre en place, ça c'est encore. Donc je ne suis pas étonné que des sujets comme ça, d'une certaine façon, viennent un petit peu dans l'agenda des coopérations territoriales. Je lui transmets le message que je suis dans l'impossibilité. Aujourd'hui, on parlait de PTCE, une visioconférence très urgente. Territoriales et qui peuvent aboutir sur les PTCE, ou à l'inverse, des fois, on peut partir sur une forme de coopération derrière. Et je crois que, voilà, je ne vais pas servir le sujet du jour, mais enfin, dans tous les cas, je crois que c'est ça qui est important. Mais parce que son poste ne répond pas. Et là, c'est assez intéressant. Donc moi, je crois qu'il faut être assez ouvert par rapport à ça. Et de ce point de vue-là, j'espère. C'est un intérêt pour les acteurs sociaux. Merci infiniment. Au revoir. En à ce qu'on vienne chercher ce type d'expérimentation, d'alliance, d'effets territoriaux, et sur les questions, c'est ce type de questions-là, bien évidemment, il y a des enjeux majeurs. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou témoignage ou remarque de la part de PTCE émergent ou... Oui. Merci. Je
je m'appelle Régine Charret-Pello, je suis en fin de compte responsable projet pour une association qui s'appelle Valessence en région Centre Val-de-Loire. Je voulais simplement, on est candidat pour les prochains PCE, dans les 40, comme des 40. Et je voulais simplement confirmer que on a d'abord été sollicité par l'EIT, c'est pour confirmer ce genre de choses-là. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'EIT, on n'aurait peut-être pas imaginé rencontrer la capacité à mobiliser des entreprises, des secteurs d'activité super différentes comme le design, la restructuration la récupération et la restructuration des déchets, qu'ils soient industriels ou domestiques. Donc, on a vraiment travaillé sur ces approches. Et l'EIT nous a servi grâce aussi à l'accompagnement des métropoles, enfin, en tous les cas, de la métropole la plus proche de nous qui nous accompagne. Et je pense que on n'en a pas, je ne sais pas, je suis arrivée un peu tard, je ne sais pas si on a parlé de la notion de métropole. Métropole de Tours Métropole. Donc, ces métropoles ont fléché le fait que cette initiative soit orientée vers l'appel à projet PTCE. Et je trouve que c'est intéressant de voir que nous qui sommes association économique, enfin privée, association privée, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais on a réuni du coup les gens des entreprises, par exemple toutes les associations d'insertion par l'activité économique. Donc du coup, elles sont arrivées grâce à ça autour de la table avec l'association, avec les collectivités et avec des entreprises qui du coup ont trouvé de l'intérêt. Alors je ne sais pas si c'est une nouvelle approche. Nous, on n'a que cet exemple puisque c'est le nôtre. Mais je dirais, c'est très intéressant de voir à quel point ça a mobilisé de partir de l'EIT au départ. Et du coup, ça a rendu crédible une action qui pouvait être peut-être, je dirais, un peu parcellisée. Et du coup, ça a mobilisé tout un tas de gens très, très différents les uns des autres. Ça va de designers aux gens de l'insertion. Donc, il y a vraiment plus aux industriels qui ont du déchet à traiter. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, peut-être par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les précédents PTCE, qui sont en train de se mobiliser, se modifier. Je trouve ça super bien. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Pour votre témoignage, merci beaucoup. Quelqu'un peut réagir? Peut-être, juste avant de passer la parole à Yann pour présenter, puisqu'on en a parlé plusieurs fois, l'appel à projet, peut-être une question pour vous sur la question de la gouvernance des PTCE, parce que il me semble qu'un des points importants par rapport un peu aux spécificités des PTCE par rapport aux autres démarches territoriales, c'est la façon dont la gouvernance peut être organisée et comment la gouvernance multi-partenaire fonctionne et un peu quelle difficulté. Alors, tu as évoqué la question des SIC, enfin les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Mais est-ce que par rapport à cette approche de la gouvernance territoriale, quel rôle est-ce? Alors, peut-être d'abord préciser qu'on est dans un des sujets qui, de mon point de vue, doit continuer à faire la recherche et développement de façon très très claire. Donc, il y a plein de séries un petit peu, et ça a été dit tout à l'heure, on voit qu'il y a quelques typologies qui se dessinent, mais je crois que, je ne varie pas dans tous les cas depuis la première vague des PTCE. Il y a quelques sujets, la question des modèles économiques également, sur lesquels je pense qu'il faut qu'on continue à faire des efforts de recherche et développement, parce qu'on est sur des processus territoriaux avant tout, et je pense qu'on ne peut pas et qu'on aurait tort de trop définir rapidement dans le défilement des organisations classiques comment peut se mettre en place la gouvernance d'un PTCE. D'abord, il y a des réalités territoriales différentes, donc on s'adapte un petit peu à ces réalités territoriales-là. On a bien vu qu'il y a des organisations différentes qui sont en place. Il y a des réalités plus ou moins prégnantes de la place des collectivités ou de la place de l'économie conventionnelle. Et de ce point de vue-là, pour le coup, je pense qu'il faut accepter un certain nombre de variations. Deuxième élément, et ça pour le coup, ça a été un choix
chez nous, c'est que la coopération, elle s'encapsule. La coopération territoriale, à partir du moment où on a ce spectre économie conventionnelle, collectivité publique et puis bien évidemment les organisations de l'ESL, elle ne s'encapsule pas aussi facilement que ça. Voilà. Et nous, on a fait le parti pris de poser un processus d'animation, une structure qui pour le coup va animer là, avec, nous on appelle ça un comité de coopération, c'est lui d'animation tout à l'heure. Chez nous, c'est un comité de coopération qui est sous-tendu par une charte, qui est sous-tendu par un pacte aussi entre les acteurs. Et c'est ça qui vient petit à petit cerner pour nous ce que l'on revendique en permanence comme étant un sujet sur lequel on travaille, on recherche. On a travaillé avec Daniel. D'accord, c'est parfait. Sur ces questions-là et on relancer des réflexions là-dessus. Donc l'animation est fondamentale. Il y a un super livre, hein, juste petite page de pub, sur un super livre qui a été fait par Daniel de Moustier et Chabière, je ne sais jamais. Chabière, pardon. Mais c'est ce même dossier, on va l'envoyer aussi. L'expérience du pôle sud qui est vraiment pour la DRAC. Non, mais pour nous aussi, évidemment. Oui, parce que ça nous a aidé, malgré tout pour nous, mais parenthèse sur ça, ça nous a aidé aussi à mieux comprendre ce qu'on avait fait. Voilà, ça peut paraître un peu bête de le dire comme ça, mais il y a des choses qu'on peut réfléchir, il y en a d'autres qu'on fait parce qu'on prend des décisions sur le moment et ça permet un petit peu de bien comprendre et puis de remettre en perspective des ressorts historiques qui expliquent aussi pourquoi à un moment donné on se retrouve dans telle et telle situation. Bonjour, ceux qui commencent à en parler pour le découvrir, je crois que c'est la librairie des territoires, c'est sûrement que. Je le comprends, hein, c'est pas agréable. Mais donc nous avons fait ces choix-là de dire que avant tout sur un collectif d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le PTCE, c'est ça, avant tout. On retrouve la question du pôle de regroupement. Donc, mais ce regroupement, il vient s'incarner dans un processus territorial, dans un projet politique. C'est pas un jeu, c'est un système administratif, c'est chiant. Sachant qu'il y a de multiples niveaux de coopération. Il y a de l'argent public, il faut le justifier. Donc, être en avance, tu vois. Par exemple, on est en train de faire 2021, c'est bien. Chaque organisation, parce qu'elles sont de l'ESS, animent leur propre coopération. Et c'est là où les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont effectivement assez intéressantes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a cherché un petit peu à systématiser la place des collectivités là-dedans et qui animent elles-mêmes leur à la fois projet d'organisation et de structure, qui animent aussi leur activité dans qu'est-ce que tu veux, en fait, ça tout le reste qu'on fait. Mais bon, alors pour le coup, ça complexifie les choses d'une certaine façon, mais on préfère accepter cette complexité-là que de résumer un PTCE à une structure qui éventuellement aurait des filiales derrière, mais on ne coopère pas avec ces filiales, c'est bien hiérarchique, par exemple. Voilà, donc on est plutôt dans cette dynamique-là. Et je l'ai dit tout à l'heure, on assume qu'on est dans une zone de flou, de recherche, dans tous les cas, qui a des imperfections sur lesquelles on se re-questionne de façon permanente. On essaie de adapter un petit peu le modèle. Mais je crois que c'est essentiel si on veut aller dans le temps jusqu'au bout de la question des PTCE. C'est pareil sur le modèle économique. Voilà. Est-ce que le modèle économique d'un PTCE, c'est sa cellule d'animation? Est-ce que c'est le budget de la structure porteuse? Est-ce que c'est l'économie de l'ensemble des structures qui composent ce PTCE, ainsi de suite? Là aussi, je pense qu'il faut faire des efforts faut poursuivre les éléments de recherche, même si mettre des chiffres. C'est vrai qu'on trouve quelqu'un qui ne soit pas trop loin de lui. Immédiatement, on a quand même les moyens de donner des effets concrets produits sur les territoires, qui soient économiques, qui soient en termes d'activité. Donc, on peut donner des chiffres assez concrets tout en continuant à dire que un processus territorial, on a encore besoin de réfléchir dessus pour le perfectionner et les faire avancer. Merci Stéphane. On passe à la présentation. Yann, est-ce que tu présentais la politique de l'État en la matière, la saison 3 des PTCE? Tu veux échanger la photo de profil, c'est super, elle est up-to-date, c'est la vôtre, elle avait 4 ans de retard. En fait. Et après, on proposera peut-être un petit temps, mais après la table ronde, tu pourras être à disposition
des personnes qui auraient des questions plus précises par rapport au dossier, etc. Là, c'est une présentation un peu générale de la démarche. Très bien. Je mets ma montre parce que je suis beaucoup trop bavard. Voilà. Donc, c'est marqué normalement dessus, mais non, on voit qui je suis, si c'est bon. Donc, je travaille au ministère de l'économie et des finances, à la direction générale du Trésor, un pôle qui s'appelle le PECI, donc Pôle économie sociale, solidaire et investissement impact. Donc, c'est l'administration en réalité qui s'occupe de développer l'ESS au niveau de l'État central, comme on dit. Donc, nous avons une secrétaire d'État qui s'appelle Eva Grégoire, dont vous avez déjà entendu parler, vous l'avez certainement vu au moins sur les vidéos et parfois même parce qu'elle se déplace beaucoup. Et dès son arrivée, elle a apporté avec beaucoup d'acuité un regard sur la loi de l'ESS et elle a vu que dans la loi de l'ESS, il y avait une référence à ces pôles de coopération économique. Et du coup, elle s'est dit que dans le temps politique était le sien, hein, parce qu'à l'époque, elle savait qu'elle avait 1 an et demi, eh bien, ça pouvait être un sujet qui l'intéresse. Donc, elle a commencé à regarder un petit peu de quoi on parlait, et elle s'est rapprochée du labo de l'ESS en lui demandant en réalité de faire d'actualiser son étude sur l'analyse des PTCE. Et cette étude a été faite très rapidement et très bien. Ça a débouché en début d'année, donc vous voyez, on est déjà début 2021, avec une volonté de relancer des PTCE en s'appuyant effectivement sur le constat qui a été, enfin les constats qui ont été faits au travers de cette étude. Je ne vais pas vous les refaire tous, on en a parlé un petit peu, vous pourrez les retrouver à disposition, mais en gros, ce qui était pointé dans l'étude, c'est en particulier, enfin, il y a plein de choses, mais en particulier la nécessité que l'État soit, on va dire, plus pérenne dans son accompagnement, puisqu'effectivement, comme l'a dit Anne-Laure, je crois, tout à l'heure, il y a eu ce premier appel à projet en 2013, le fait que ça soit inscrit dans la loi, 2015, puis après une rupture de charge, comme dit la ministre, qui fait qu'à un moment, bon, voilà, les acteurs ont continué à maintenir ça, l'État a été un peu moins présent, il y a eu évidemment du relais de la part des collectivités locales, mais voilà, la loi avait pointé la nécessité pour l'État en particulier d'être installé de façon plus pérenne, donc ça a été une des volontés affichées par Olivier Grégoire, qui du coup nous a demandé, nous à l'administration, de commencer à travailler sur une stratégie de relance des PTCE, donc on était déjà en mars pratiquement. Et donc, on s'est dit, allez, banco, on va y aller, mais on va y aller vite, et on va y aller fort, et surtout, on va y aller en coopération. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire au niveau national ce qu'on demande aux gens de faire sur le territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui décide de relancer les PTCE tout seul. Les PTCE n'appartiennent pas à l'État, n'ont pas été créés par l'État. L'État a trouvé que c'était une belle opportunité, donc, du coup, a aidé la relance des PTCE, en tout cas leur inscription dans le paysage politique et social français. Pour autant, ce n'est pas un dispositif qui leur appartient. Donc, un des premiers trucs, ça a été de dire l'État relance les PTCE, il participe en prenant toute sa place, mais en ne prenant rien que sa place. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de très collaboratif avec l'ensemble de l'écosystème, le plus large possible. Donc, la première volonté de la ministre a été de vouloir faire un appel à projet pour les PTCE émergents, comme ça avait été fait en fait dans les années précédentes, et assez vite, en s'appuyant à la fois sur l'analyse du labo et puis de notre expertise à nous, qui était de dire c'est bien de participer à l'éclosion de nouveaux PTCE, mais si on ne s'occupe pas de ceux qui rament depuis une dizaine d'années, on va louper la cible et on prendra juste le risque de créer X nouveaux PTCE qui, au bout du bout, se trouveront peut-être esselés dans un environnement voilà, parfois un peu hostile. Donc la volonté, ça a été de dire oui, on participe de la relance d'un appel à manifestation d'intérêt, mais en parallèle de ça, on va travailler aussi sur la structuration d'un bouquet de services. Au début, on parlait de 2 bouquets de services. Ah, c'est bien de montrer le site. C'est 2 bouquets de services. On a dit un pour les PTCE émergents et un pour les PTCE existants. Donc ça, on est en avril à peu près, et on se dit, on lance ce travail. Donc on lance cet appel à manifestation d'intérêt, doté d'une somme qui est assez modeste, hein, puisque c'est 1 500 000 €. Donc, vous voyez, on n'a pas de quoi en financer en émergence énormément, sachant qu'en gros, on a dit que c'est plutôt des tickets de 100 000 € sur 2 ans. Voilà, donc on peut en financer 15. Et en parallèle de ça, on s'est dit qu'on avait une enveloppe globale de 2,5 millions, on s'est dit on garde 1 million d'euros pour financer la structuration d'un bouquet de services, mais on ne savait pas trop de quoi on parlait, parce qu'on se disait juste, ça va être l'outil qu'on va utiliser pour aider l'ensemble de l'écosystème existant. Donc, on a lancé cet appel à projet en mai avec les réponses, enfin, il a été, je
crois que les gens avaient 6 semaines pour répondre, donc c'était extrêmement court, avec la volonté de faire quelque chose d'assez léger pour ceux qui ont répondu, c'était une dizaine de pages maximum, avec l'idée, en parallèle de cet appel à projet, de structurer un bouquet de services avec l'ensemble de l'écosystème dans un calendrier aussi extrêmement court, parce qu'on a dit on affiche ce bouquet de services fin juillet. Donc, les choses se sont montées en parallèle. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs au niveau national et locaux qui étaient intéressés par le concept de PTCE. Ils étaient nombreux, parce que c'est vrai que la PTCE avait une bonne réputation au sein des acteurs de l'ESS. Mais l'idée, c'était de dire, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait tous et comment est-ce que chacun des parties prenantes peut structurer une fleur dans un bouquet qui intégrerait un bouquet de services. Donc, je vais revenir sur l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, l'idée, c'était de dire, si on va au financement de 15 structures, ça va être très peu. Pour autant, le retour qu'on avait d'expérience sur l'appel à projet de 2015 nous montrait que, parce que déjà à l'époque, il y avait le financement de PTCE émergents et existants, et le constat a été fait qu'en réalité, il y avait beaucoup de PTCE émergents qui avaient été financés et qui avaient plié le genou assez vite et qui n'avaient pas qui n'était pas allé au bout de la démarche de création d'un PTCE parce que l'argent n'est pas suffisant en réalité. Et que du coup, lorsqu'on a commencé avec l'ensemble de l'écosystème, on est allé voir les PTCE les plus anciens. Alors, on ne savait pas trop comment les appeler. Stéphane, à l'époque, on vous appelait les vieux. D'ailleurs, vous appeliez vous-même les vieux, les aînés, les sachants, etc. Puis on en arrivait à ce qu'ils trouvent. Non, ça non. Mais, voilà, ils se sont auto-proclamés compagnons PTCE. Non, au début, c'était même PTCE compagnons, en disant en gros que ceux qui avaient été à l'origine du modèle de concept il y a 10 ans, maintenant, pratiquement 10 ans après, il y avait des preuves de concept. Et ces preuves de concept étaient portées par des gens qui avaient déjà fait ce travail depuis longtemps et qui surtout disaient « nous, on est prêts à filer un coup de main à ceux qui ont envie de s'engager sur ce chemin-là ». Et c'était ça la chose la plus importante en réalité, c'est comme vous voyez, je ne vais pas revenir dessus, mais un PTCE, il n'y en a pas deux qui se ressemblent en réalité. Il y a évidemment des invariants, mais ça dépend tellement de votre territoire, de la maturité de vos acteurs sur place, de la posture des collectivités, des citoyens, etc., qu'on ne peut pas dire un PTCE, c'est ça, quoi. En revanche, vous avez des gens qui sont passés au travers de ce truc-là, qui ont pris le concept et qui l'ont mis à l'œuvre. Et ces gens-là se sont dit, nous, on est prêts à filer un coup de main aux autres. Donc, on avait cet appel à manifestation d'intérêt qui était en cours. On avait l'intérêt de monter ce bouquet de services. Donc, on a demandé aux compagnons PTCE de s'organiser en fonction des thématiques premières, je ne reviendrai pas dessus, de faire des sprints thématiques pour justement structurer le bouquet de services. Donc, ça a été fait en parallèle. Et on a du coup maintenant ce bouquet de services qui a été annoncé en juillet dernier avec comme objectif de dire comment est-ce qu'on sert au mieux les PTCE existants, les PTCE émergents et parfois les deux. Et donc, on a commencé à le mettre en œuvre à partir de septembre-là. Entre les deux, cet appel à manifestation d'intérêt, en fait, pour nous, c'était un vrai appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire qu'on allait voir sur le terrain qui était intéressé par le concept, quelle que soit sa maturité en réalité. Parce que ce qu'on essayait de voir, c'est qui a compris, qui est intéressé pour le développer sur son territoire. Et si les gens ont compris et sont intéressés, on a dit ça a de la valeur. Donc, on est prêt à leur donner un coup de main et à les accompagner. Voilà. Donc, ça a été l'arrivée de 107 lauréats de la phase 1 d'appel à manifestation d'intérêt. Là, donc, certains sont dans le tour de table. Donc, ça, c'est la liste des 107. Et dans cette liste de 107, on avait dit qu'on irait en chercher une vingtaine qui pourraient concourir pour la phase 2, qui leur permettrait d'avoir les 100 000 euros. Alors évidemment, quand on a envoyé ça au niveau régional, au niveau régional, ils ont remonté non pas 20 dossiers, mais 40. Donc, c'est la célèbre liste des 40 que nous sommes en train d'instruire en ce moment pour savoir qui de ces 40 seront financés au bout du bout. Alors, moi, j'ai envie de dire que, alors je le dis, c'est un peu facile, hein, l'argent, ça ne fait pas tout, bien au contraire. Moi, je pense que la vraie valeur de la relance qu'on est en train de lancer, c'est clairement le bouquet de services. Voilà, parce que ça a beaucoup plus d'intérêt d'avoir Stéphane Montuzé qui vient passer 2 jours chez vous pour vous expliquer comment il a fait que d'avoir 100 000 euros. Je le dis. C'est bien Stéphane, non? Ne rigolez pas parce que c'est pas très sympa. Non, mais en réalité, vous voyez, voilà. Donc, elle est là, la promesse. La promesse, elle est là. Donc, dans le bouquet de services lui-même, voilà. Dans le bouquet de services, vous ne trouverez pas de choses très techniques sur comment est-ce qu'on fait du circuit court alimentaire ou comment est-ce qu'on fait du recyclage de matériel. Voilà.
l'idée du bouquet de services, parce qu'il y en a plein qui le font très très bien. Voilà, donc on n'avait pas intérêt à prendre la place des gens qui font très très bien ce genre de choses. En revanche, dans le bouquet de services, vous allez dire, par exemple sur la levée de fonds, on ne va pas vous mettre dans des réseaux bancaires qui vont vous expliquer comment faire de la levée de fonds. On va vous mettre en relation avec Philippe Lerovillois, qui est à Florange et qui a fait une levée de fonds l'année dernière et qui va vous expliquer comment il a galéré pour le faire. C'était quoi les bons contacts, où c'est pas la peine d'aller perdre du temps, etc., etc. Et nous, on estime que la valeur, elle est là, dans la connexion des gens qui l'ont fait et qui sont prêts à travailler avec vous pour à la fois vous apporter leur savoir-faire, mais aussi de profiter du vôtre. Parce que la réalité des choses, c'est qu'il n'y a pas toujours la main qui prend et la main qui donne, mais il y a un collectif de gens qui ont envie d'aider les gens qui les suivent à rentrer sur ce chemin. Voilà en gros 10 minutes 33, c'est formidable, j'ai 33 secondes de retard. Tu as juste oublié de donner l'adresse du site. Ah ouais, non, mais ça, voilà. Alors, c'est un magnifique site. Je suis très fier. Ah, bon. Ah oui, d'accord. C'est voilà, la PTCE-saison3.fr. Voilà. Notez ça. Notez-le bien parce que c'est dans les moteurs de recherche, c'est pas hyper facile à trouver. Mais voilà. Et donc, en fait, il y a toutes les informations dessus. Et quand vous irez en bas du site, si vous pouvez aller en bas du site, faire tu seras en bas et vous trouverez que vous verrez que je ne suis pas tout seul à travailler. Au moins, ça, c'est la partie rigolote. Voilà, c'est là tous les gens qui font partie du comité de la cellule nationale d'animation. Il y en a 2-3 qui sont dans le tour de table ici, qui mettent des masques pour pas qu'on les reconnaisse, mais ils sont quand même là. Donc voilà, c'est pas un truc que je fais tout seul, bien évidemment. Merci. Merci Yann. Est-ce que par rapport à la présentation de l'appel à projet d'intérêt et du bouquet de services, il y a quelques questions, sachant qu'on a demandé à Yann de pouvoir rester un peu après pour échanger avec vous sur des questions plus individuelles. C'est juste une petite question pratico-pratique, mais donc du coup, l'appel à manifestation d'intérêt, là, c'était avril 2021, quid de 2022. Enfin, comment vous envisagez ça dans les années qui viennent, en fait? Alors, vous présenter? Pardon, excusez-moi. Myriam Hamel, la Manufacture des liens. Alors, la question piège. La réponse, non, elle est assez simple, la réponse. D'abord, la question qui était pour nous, c'est est-ce que la promesse allait être suivie de fait et en termes de pérennité dans le financement de l'État, parce que c'est la première question qu'on se pose. Hein. Les gens, ils avaient dit, ouais, mais c'est bien, l'État, il va remettre encore 2,5 millions cette année, puis après, on n'entendra plus parler pendant 3 ans. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans le PLF aujourd'hui pour une somme égale sur l'année prochaine, donc ça veut dire qu'on peut continuer le travail. La deuxième chose, par rapport à la question que vous vous posez, c'est un appel à manifestation d'intérêt permanent. Donc, évidemment, ça veut dire que vous pouvez d'ores et déjà répondre. Alors, c'est là où, en fait, pour générer du trafic, on a fait ce qu'on appelle une première vague en 2021. Donc, on leur a dit, il faut que vous répondiez avant telle date. Puis nous, on va se mettre en tension pour pouvoir vous apporter les réponses. On est en plein dedans. Là, les 40 dossiers qu'on a, c'est 1300 pages à lire. Vous voyez que si on veut regarder un petit peu avec et pas faire ça avec le dos de la cuillère, il faut beaucoup d'énergie. Pour autant, on relance. Il faut que je mette en fait sur le site que je relance le processus, mais qui sera pas une nouvelle vague, qui sera en fait une capacité qu'auront les gens de déposer et les dossiers seront traités au fil de l'eau. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que en réalité, est-ce que ça va être la même chose dans les années à venir? Et ça, je ne peux pas vous répondre parce qu'il faut qu'on le décide ensemble, en fait, en réalité. Puisque là, on va avoir 40 qui sont en train de répondre. On est en train de traiter les réponses. Sur les 40, il y en a quand même pas mal qui sont vraiment bien. Donc, et quand on n'en finance que 15, ça veut dire que les autres, ça veut dire qu'on les met de côté. Vous voyez que ce n'est pas hyper simple. Donc, on va essayer d'un côté, alors ça, je ne peux rien vous dire parce que je n'ai pas encore vu les services de Madame la ministre. Donc, moi, j'essaie qu'on arrive à passer de 40 à un peu plus, de 15 à un peu plus en réalité. Pour autant, il en restera. Donc, il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on gère ces gens-là. Et en particulier, on va avoir aussi d'autres personnes qui vont postuler et qui pourront aussi aller chercher éventuellement, en fait, qui pourraient avoir besoin d'argent pour continuer. Donc ça, c'est là où je vous dis, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va en réfléchir tous ensemble pour dire comment est-ce qu'on fait dans un avenir assez à moyen terme. Et pour autant, ce que je vous assure, c'est que le 1,5 million que donne l'État, qu'a donné l'État cette année, il redonnera l'année prochaine. Donc, on verra collectivement comment est-ce qu'on fait. Merci. Merci Yann.
S'il n'y a pas d'autres questions directes, Patricia, donc tu as indiqué que tu étais vice-président du RTES, élu local et à titre professionnel à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je voulais avoir un peu ton regard, parce que tu suis depuis de nombreuses années la démarche des PTCE. Il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est la différence entre la capacité, l'attraction, tu disais, je ne sais plus, la bonne réputation, mais en tout cas, l'attraction des PTCE, de la démarche des PTCE, et quand même, globalement, la relative faiblesse. On a parlé de 56 PTCE actifs, il y en a 15 qui vont être financés, 107 qui ont répondu, mais il me semble qu'il y a vraiment une différence assez importante entre l'intérêt, et puis on voit quasiment tous les jours au RTES, que ce soit au niveau local ou européen, tu pourras dire un mot, Patricia, de l'attractivité de cette idée de PTCE et la faiblesse. Patricia, quel ton regard là-dessus et qu'est-ce qui manquerait, comment faire? La faiblesse de la réalité sur le terrain, globalement, c'est assez peut-être homodétique avec la réalité de l'ESS. Et ce qu'on vit là, par exemple, dans les journées à Niort où on est contracteur de l'ESS, et la réalité, la place de l'ESS dans la société ou dans les collectivités, quand on est dans une collectivité et qu'on essaie de convaincre les collègues qu'il faut développer ce modèle économique. Et tu as raison, ça a quelque chose de très frustrant. Tu as évoqué la question européenne, je vais peut-être commencer par là, parce qu'au niveau européen, sur laquelle le RTES est assez impliqué, la France est très regardée pour ses PTCE, comme d'ailleurs elle est très regardée sur beaucoup de choses, mais voilà, avec beaucoup d'intérêt, par l'écosystème européen de l'ESS, mais aussi par les sous-directions économiques un peu plus larges que juste l'économie sociale et solidaire, les TPE, PME, ce qu'on appelle la DG Grauss au niveau européen, par exemple. Voilà. Donc, l'herbe est toujours plus verte chez les autres, mais c'est très regardé. Et nous, quand même, globalement, ça reste quelque chose de très intéressant, mais d'assez marginal, finalement. Et on peut se dire que peut-être il manque l'effet de bascule de légitimité des acteurs pour aller plus loin, pour vraiment ancrer la société. Et moi, je trouve que au niveau local, à l'écosystème local, et je suis élue d'une collectivité qui n'a pas de PTCE, si je raisonne au niveau de ma Comcom, il y a au moins un projet dont je suis convaincue qu'il devrait postuler comme PTCE, mais pour le moment, il n'y a pas la maturité du côté des élus comme du côté de notre collectivité. Et je suis également déléguée au PETR, donc à l'échelle qui fusionne 3 collectivités où il y a un autre projet sur l'économie recyclable. C'est pareil. Pour le moment, je suis sans doute très mauvaise, mais je n'ai pas réussi à convaincre et à dire à faire entendre que le PTCE pouvait être le bon outil. Et à mon avis, il y a 3 choses qui se jouent. Il y a dans cette relation très locale entre les acteurs et la collectivité pour faire PTCE et pour faire agréger une coopération un peu systémique qui va pour permettre de développer un modèle économique, parce que c'est ça l'enjeu. Il y a des questions de légitimité et de complémentarité qui se jouent et qui sont complexes. Il y a des questions de pérennité économique notamment, et il y a des questions d'inventivité. Et c'est peut-être autour de ces 3-4 choses-là qui sont des nœuds, des sortes de nœuds qui sont quand même des nœuds complexes, comme par définition des nœuds, quoi. C'est pas simple, et c'est ça qui fait que finalement la transformation de l'essai, elle n'est pas si fréquente que ça, même si elle est trop fréquente par rapport aux moyens dont dispose l'État, mais c'est aussi un sujet de l'État qui a des bonnes idées et qui encourage les bonnes idées, mais en mettant quand même assez peu de moyens. Moi, je dis souvent, en tant que pouvoir public, c'est vrai des collectivités, mais je crois que c'est assez vrai de l'État et je ne jette pas la pierre parce que je suis sur des sujets où on fait pareil. On paye pour voir, c'est-à-dire on se dit, il se passe des trucs intéressants, on est face à des changements importants qu'on ne sait pas très bien gérer, donc là, il se passe des trucs intéressants, on va payer, on va leur donner un peu d'argent pour qu'ils continuent et puis voir ce que ça donne, quoi. Mais du coup, et pendant ce temps-là, on continue de mettre, ça a été évoqué ce matin, une autre table ronde sur 20 ans de politique de l'ESS, et pendant ce temps-là, on continue de mettre quand même beaucoup d'argent sur ce que Laurent Fraisse appelait les politiques en dur, quoi, sans transformer vraiment les choses. Alors, je reviens sur la question de la légitimité et de la complémentarité. C'est quand même compliqué à l'échelle locale
de jouer la complémentarité, la coopération entre les acteurs, mais aussi la complémentarité entre les acteurs et les collectivités. Je parle de complémentarité parce qu'on pourrait trouver que le PTCE, c'est à la fois une espèce d'ovni pour les collectivités. Quand on parle de ce mot-là, on se dit, bon, ça a l'air bien intéressant, mais c'est quand même un chien complexe qui va prendre de front notre organisation de collectivités en silo et qui s'annonce comme transversale parce qu'en général, il y a un peu de culture, un peu de gouvernance, un peu d'économie, un peu d'agriculture, voilà. Mais en même temps, c'est quand même intéressant parce qu'on se pose des questions. Là, on sent bien qu'on a un sujet de qualité de l'eau sur notre territoire ou de gestion alimentaire pour alimenter les restos. Je prends des exemples très concrets qui sont le cas dans la collectivité. Puis on ne sait pas bien comment faire. Alors finalement, si on a des acteurs qui se proposent de faire pour nous et on va leur donner un petit peu d'argent, ils vont s'en débrouiller, quoi. Sauf que quand même, globalement, ça ne marche pas comme ça. Si on fait que ça, c'est pas un petit peu d'argent, mais c'est quand même un peu plus qu'un petit peu d'argent et puis du temps qu'il faut. Et puis, la coopération entre acteurs, ça se construit, ça s'organise, ça se mature, c'est du temps aussi. C'est pas en 6 mois, en 18 mois que les choses génèrent. Et tout ça, c'est des ingrédients qui ne sont pas suffisamment peut-être... il n'y a peut-être pas assez de maturité des politiques publiques de tout niveau pour... c'est des banalités, on sait que il n'y a jamais assez d'accompagnement de long terme et tout ça, mais pour que cette alchimie, elle prenne. Donc, voilà. Et ce que je trouve important aussi, c'est qu'au-delà de cette question de moyens et d'accompagnement un peu dans la durée, qui est importante, et de reconnaître cette complémentarité qui renvoie aux questions de gouvernance qui sont vraiment importantes à penser aussi. Quelle est la place de la collectivité qui doit rester à sa place? Et comme l'a très bien dit Yann, on voit bien que quand la collectivité s'empare et dit qu'elle va faire, la collectivité, ce n'est pas un entrepreneur, ce n'est pas un gestionnaire économique, ce n'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande d'organiser l'intérêt général. Ce n'est pas la même chose, tout à fait. Donc, il faut que chacun reste à sa place. Et ça, c'est quand même des choses qui ne se décrètent pas. Donc, il faut avoir les acteurs sur le territoire. Il faut oser aussi reconnaître qu'il peut y avoir des phénomènes de leadership et ce n'est pas forcément simple non plus à organiser l'écosystème entre les acteurs. C'est des acteurs de cultures très différentes. Souvent, ça mélange des acteurs associatifs et des acteurs du monde de l'entreprise. Donc, c'est quand même beaucoup de choses qui ne sont pas... on met quand même des choses un peu antinomiques dans un même shaker pour que ça avance. Donc, voilà. Mais j'insiste un peu sur la question de la légitimité parce que quand même, le soutien d'une collectivité locale dans cette dynamique-là, au-delà des moyens financiers, il est quand même extrêmement important, je crois, pour faire levier auprès de la région et auprès de l'État aussi. Je ne sais pas si c'est un critère que vous regardez, mais quand même, le fait qu'une collectivité sur un territoire, elle dit « ouais, on croit en ces acteurs-là », c'est important. Et donc, ça assoit quelque chose. Et puis, ça assoit aussi une légitimité auprès des concitoyens, puisque l'objectif, c'est de rendre un nouveau service, de produire... un nouveau bien ou un nouveau service, quand même, on peut penser que s'il y a un engagement des pouvoirs publics derrière, ça accroît aussi la légitimité et ça fait boule de neige. Mais à partir de ça, ça génère une autre complexité à gérer pour les collectivités, c'est parfois la concurrence de projets. Parce qu'à la fois, c'est difficile de faire aboutir des choses et à la fois, on voit bien que sur les territoires, il y a parfois plusieurs projets qui sortent en même temps, qui ne sont pas tout à fait d'accord à travailler ensemble. Et souvent, les collectivités, en tout cas, peut-être qu'on est maladroit, mais ce n'est pas si évident que ça. Les collectivités ne se posent qu'assez rarement en animateurs de territoire qui vont essayer d'organiser. La chose aussi simple qu'on réunit des acteurs qui travaillent sur un même sujet, mais de manière complémentaire, et on essaie de les faire discuter ensemble pour... mettre en évidence cette complémentarité, qu'il n'y a pas concurrence forcément ou qu'il y a de la place pour tout le monde, rien que ça, ce n'est pas si évident à faire et ce n'est pas si fréquemment fait. Donc, voilà. Après, il y a la question de la pérennité et bon, bien sûr, il y a la durabilité dans tous les aspects, mais quand même sur la pérennité économique, parce que je trouve qu'on n'a pas tant que ça parlé de la question des modèles économiques, qui est un peu, même si l'argent ne fait pas tout, qui est un peu le nerf de la guerre quand même, c'est-à-dire qu'un PTCE, c'est quand même avant tout, je crois, parce que moi j'en perçois, une logique économique, entrepreneuriale, qui vise à produire des biens et des services et qui doit à un moment donné donc assurer sa pérennité en dégageant une rentabilité.
Et là, la responsabilité quand même des collectivités, c'est d'accompagner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, suffisamment dans le temps. Et souvent, 3 ans, ça ne suffit pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a des données économiques qui montrent que la stabilisation d'un modèle, si toutefois il y a stabilisation. Et ça, j'ai dit tout à l'heure, on est un peu dans le « on paye pour voir ». Je pense qu'on n'a pas aussi, on a dans les collectivités une culture trop faible de l'expérimentation et de l'échec, c'est-à-dire de dire, bah ouais, à un moment donné, il faut aussi accepter de franchir le guet et de mettre un peu plus de moyens à fond. Donc, ça renvoie à toutes ces questions-là aussi qui font que c'est quand même à chaque fois beaucoup de barrières et que quand même, il y a un mécanisme assez fréquent dans les collectivités que j'ai dit, c'est qu'on paye un peu pour des choses nouvelles et puis on aime bien jouer la sécurité en continuant de mettre beaucoup d'argent dans l'ancien monde, enfin dans les anciennes pratiques, quoi. Et il y a un moment donné, on n'ose pas, et c'est pas facile, parce que c'est des emplois à la clé et tout ça, mais franchir la barrière de cette bascule. Donc c'est quand même pas, enfin, sur l'enjeu économique, mais et dernière chose qui est peut-être la plus importante, c'est quand même la question de l'inventivité et des imaginaires. Vous l'avez dit au départ, où tu as posé la question à Stéphane, ça bouscule beaucoup les politiques publiques pour des questions de transversalité, mais parce que ça rend des services qui parfois sont nouveaux. C'est souvent des acteurs qui sont un peu... qui sont parfois un peu alternatifs sur les territoires ou qui ne sont pas mainstream, voilà. Et donc, ce n'est pas forcément sur ces acteurs-là qu'on va avoir le réflexe de mettre le plus de moyens. Et pourtant, ceux qui nous bousculent, et pourtant, c'est bien ce dont ont besoin aujourd'hui les collectivités, parce qu'on est quand même face à des questions très complexes sur des sujets sur lesquels les collectivités, je raisonne un peu niveau interco, n'avaient pas vraiment l'habitude d'aller. Je prends l'exemple des projets alimentaires territoriaux, c'est une compétence très nouvelle et des domaines très nouveaux pour les collectivités. Les collectivités, elles savent faire des routes, elles savent faire des écoles, voilà, enfin, je suis un peu, elles savent faire des crèches, mais faire de l'économie, ça, elles ne savent pas. L'économie aussi complexe qui mélange des écoles, de la santé, de l'économie, des agriculteurs, donc des questions de foncier. Là, on est quand même un peu, on cumule un peu les problèmes. Donc, et pourtant, c'est bien vers ça qu'il faut aller. Donc, on a quand même besoin de construire ces nouveaux, d'être inventif, d'être créatif. Et c'est ça aussi. Enfin, moi, je trouve que peut-être avant tout, dans les PTCE, c'est ça qui joue. Et puis, c'est une nouvelle modalité de relation de gouvernance, puisque dans le PTCE, il y a coopération, et que ça, on a quand même des schémas de pensée et des schémas administratifs un peu organisés autour de la mise en concurrence. Et on parlait de l'Europe. Je suis très pro-européenne et je précise parce que je ne veux pas du tout avoir un discours qui laisserait penser c'est la faute à l'Europe, ce n'est pas mon raisonnement du tout, mais n'empêche qu'on a quand même des cadres qui sont européens, qui sont la logique de la concurrence et qu'on a vraiment un énorme boulot pour bouger ça et faire comprendre que peut-être on avancera plus vite si le paradigme dominant, c'est celui de la coopération et pas de la concurrence. Mais aujourd'hui, rien n'est tellement pensé comme ça dans les registres des pouvoirs publics. Ou en tout cas, on y vient doucement. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. J'ai l'impression d'être un peu confuse, mais… Moi, ça répond parfaitement. Et ça balaye vraiment, complètement les différents sujets qui ont été abordés. Est-ce que peut-être… Pardon. Peut-être je voulais juste compléter, je pense que c'est hyper important ce qui est dit là. Et je pense que dans la relance des PTCE, notre enjeu collectif, il est justement d'aller là-dedans. C'est-à-dire de bousculer complètement nos habitudes en termes de développement économique, pouvoir public, collectivité, etc. Parce que bon, souvent, alors je ne dis pas parce que j'ai un conseil régional à côté de moi, donc je me retourne, mais c'est vrai qu'il y a des histoires de concurrence entre les aides de l'État, les aides de la région, etc. Je pense que moi, pour être dans pas mal de territoires et d'habiter dans la plus grande région de France qui s'appelle les Hauts-de-France, madame la vice-présidente, et je salue Quentin qui est là, c'est vrai que quand vous êtes un PTE dans les Hauts-de-France, c'est hyper intéressant parce que voilà, vous avez une démarche intéressante de coopération économique territoriale, vous avez automatiquement le conseil régional qui vient vous aider. Enfin, automatiquement. Si le dossier il tient la route, je veux dire. Mais c'est vrai que vous avez dans d'autres régions, vous n'avez pas ça. Alors, je ne parle pas pour la région d'ici parce que je pense que vous aidez beaucoup, mais il y a d'autres régions dans lesquelles vous n'avez rien. La question pour nous, c'est si on fait cette relance collectivement, est-ce qu'on est capable, encore une fois, comme on se dit au niveau national, de nous imposer la question de la coopération, est-ce qu'on est capable de le faire à tous les échelons? Et je pense qu'on a un véritable enjeu demain à ce qu'on travaille la main dans la main, pouvoir public,
acteur ESS, acteur économique traditionnel, parce que je reste persuadé, moi, que le modèle PTCE est un excellent modèle de développement économique endogène. Et je ne le mettrai pas en concurrence avec le développement économique traditionnel qui est plutôt exogène, mais c'est quelque chose d'extrêmement complémentaire. Et là, les premiers qui sont à la manœuvre sur ces questions-là, c'est les conseils régionaux et les EPCI, parce que c'est eux qui ont la compétence développement économique. Et encore une fois, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions, c'est est-ce que le PTCE, quelle est la dimension économique d'un PTCE? Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on l'affiche. C'est clairement un dispositif de développement économique. Voilà. Et si c'est le cas, il faut on soit en collaboration intelligente avec les collectivités qui s'occupent de ça au niveau local, parce qu'on a à gagner ensemble sur ces questions-là. Et donc, du coup, alors c'est vrai que c'était pas le bon moment. Moi, je travaille beaucoup avec Région de France. Alors, évidemment, c'était pas le bon moment, parce que quand on est voir Région de France en avril-mai, c'était évidemment pas le bon moment. Voilà, maintenant, je pense que le moment, il est plus posé, au moment où les régions vont travailler sur leur SRDE2I, pardon pour ceux qui ne comprennent pas, mais ceux qui comprennent savent de quoi on parle. Je pense que c'est important que dans ces schémas de développement économique, on puisse donner la place à des dispositifs un peu hybrides comme cela, parce qu'encore une fois, moi, dans mon passé assez lointain, j'ai fait du développement économique territorial sous l'emblème ESS, ça marche mal. Ça marche mal. Parce qu'effectivement, on est taxé d'alter, etc. Alors que le modèle du PTCE, c'est un très très beau modèle, parce que de fait, il impose la coopération entre des acteurs de l'ESS. Enfin, c'est en gros les méthodes de l'ESS, mais qui se font avec les acteurs économiques traditionnels, les pouvoirs publics, les acteurs de la recherche et le citoyen. Et là, il y a une vraie pépite. Il y a une vraie pépite. Et je pense que ce dispositif a potentiellement de l'attraction parce qu'il utilise les méthodes de l'ESS sans arriver avec l'étendard ESS, économie alternative. Voilà. Merci Yann. Deux réactions. Il nous reste 6 minutes sur la table ronde. Bonjour. Très vite, puisqu'il ne reste que 6 minutes. François Bernard d'Aliscope et Tigrène, le mouvement d'éducation, où je suis bénévole dirigeant. En complément de ce que vient de dire Yann Josso, on a vu ce matin que de nombreuses collectivités membres du RTES s'intéressaient à l'économie sociale et solidaire et la coopération par définition. On voit que quand même ça a un intérêt au niveau de l'ESS. Quand Benoît Hamon avait pondu la loi en 2014, tout le monde avait hurlé dans le landerneau de l'ESS parce que l'article 9 dit on associe sur un territoire des entreprises de l'ESS, des centres de formation et de recherche. On a vu ce matin avec le RTES que de nombreux universitaires étaient intéressés par la question, mais quid de ces autres entreprises qui ont des objectifs de développement durable, comme le dit la loi. Nous, on accompagne par exemple un pôle territorial de coopération économique dans le textile en Normandie avec quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est le groupe Muyez et la marque Tape à l'œil qui travaille avec nous sur cette question. Quelle est aujourd'hui, alors j'entends l'attractivité des PTCE en Europe, tout le monde nous admire, ça marche fort quand on parle des PTCE en France, mais comment ça intéresse aujourd'hui cette autre économie sur laquelle tout le monde crachait? Moi, je suis d'accord avec Yann. Effectivement, c'est un modèle tout à fait prospectif, pas évident, mais prospectif. Quelles sont aujourd'hui, à part Christophe Chevalier, les entreprises de l'autre économie, dit-on, qui s'intéressent vraiment au PTCE? Quel est le bilan de cet État au bout d'une dizaine d'années? Moi, j'ai pas ce bilan. Peut-être que vous avez des éléments côté RTS. Après, je dirais à Stéphane, mais l'enjeu moi, je suis un faiseux, quoi. Et je me dis que quand je suis en contact avec France Cluster et que je participe à quelques événements qui posent et que je vois que les gens qui s'occupent de développement économique disent ah mais non, mais là, c'est plus possible de faire comme on fait, quoi. C'est plus possible. C'est plus possible de faire du développement économique sans s'occuper de l'environnement. C'est plus possible de faire du développement économique sans s'occuper des gens qui habitent sur le territoire. Des exemples de chefs d'entreprise qui vont acheter leur baguette de pain le dimanche et qui sont engueulés par les gens qui habitent à côté parce qu'effectivement leur entreprise pollue. Et ces gens-là se posent ces questions aujourd'hui au sein d'organisations comme France Cluster. Et c'est pour ça que moi, je dis que la meilleure façon, c'est l'exemple. Voilà. Donc, on a dans les PTCE, et c'est ce qu'il faut qu'on
qu'on consolide un peu plus, c'est qui sont les bons exemples sur les bons sujets. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on présente ça clairement, qu'on a discuté avec France Cluster pour leur dire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a commencé à faire, il nous faut laisser un peu de temps, hein, mais c'est demain, vous avez plein de clusters qui ont envie de changer un peu leur approche. Nous, on a des savoir-faire. On a intérêt à ce que des clusters deviennent des PTCE. Éventuellement, des PTCE, on a besoin qu'ils apprennent le savoir-faire des clusters. Et c'est cette coopération qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et on y arrivera demain. Mais il faut juste qu'on ait cette envie-là, parce que je pense que le temps est venu. Le temps est venu, mais c'est pas parce que le temps est venu qu'on va y arriver en réalité. Donc, il faut qu'on aille de façon très concrète. Et je pense que la question des clusters est un beau sujet. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils se posent ce genre de problème, qu'ils voient bien le monde changer autour d'eux et qu'ils ont besoin de choses un peu concrètes. Et je pense c'est peut-être le moment pour nous d'y être. Pardon, Michel, excusez-moi, mais juste pour répondre à alors, j'ai pas de vision générale globale sur cette question-là, mais pour prendre notre exemple, on a, je pense, nous, maintenant, on est en capacité de faire la démonstration que le tissu économique conventionnel a besoin et s'appuie quotidiennement sur ce que nous avons mis en place pour son développement économique et même sa durabilité. C'est vrai sur une grande partie du monde agricole maintenant, c'est vrai sur le BTP depuis 20 ans où on a outillé la filière là où les branches professionnelles ne le faisaient pas et n'arrivaient pas à le faire, et les entreprises sont tournées vers nous pour outiller la filière, la branche du BTP sur les questions de formation, de gestion des compétences. Ils travaillent avec nous sur les questions maintenant de savoir-faire sur les questions d'éco-habitat, d'éco-construction, et ainsi de suite. Donc, donc c'est pas c'est pas une vision globale de tous les PTCE en France pour le coup, mais dans tous les cas, nous, c'est une réalité. On travaille, l'ensemble des organisations qui constituent le PTCE travaillent avec 250 à 300 entreprises conventionnelles chaque année, de façon permanente. Donc, il y a une capillarité qui est réelle, et quand on est venu étoffer, franchir une étape dans notre PTCE, notamment en étoffant les questions de formation professionnelle, sont telles qui sont tournées vers nous en disant « vous nous oubliez ». Parce que vous ne venez pas développer un certain nombre de réponses par rapport à des problématiques que nous avons. Donc, ce sont les entreprises conventionnelles qui sont venues voir les acteurs de l'économie sociale et solidaire que nous sommes pour dire il faut que vous développiez des réponses pour nous, parce que globalement, ça fait quelques années que vous le faites, on ne le trouve pas ailleurs, et ils ont constaté, au regard des cycles d'activité, notamment dans le BTP, que les entreprises qui résistaient le mieux, c'était celles qui notamment étaient outillées par les services que l'ESS développait, d'une part, et celles qui étaient dans les processus de coopération territoriaux que nous proposons, parce que ça développait aussi des échanges entre elles et des capacités entre elles de résister derrière. Donc je pense, alors encore une fois, c'est pas une généralité, mais en tous les cas, il y a différents exemples qui peuvent montrer que l'ESS est aussi en capacité de venir apporter une forme de résistance et de résilience au tissu économique conventionnel. Et ça, je trouve qu'on ne le dit pas assez, parce que souvent on le présente à l'envers. Parce que c'est très facile de venir dire, parce que quand on est notamment... Voilà, c'est toujours très facile de venir à la fois résumer l'ESS à une forme de réparation, de solidarité que certains qualifieront d'autres termes, et de venir dire, parce que forcément c'est quelque chose qui n'est pas marchand et qui tient la solidarité, et en plus vous avez besoin d'argent pour faire ça. Bon, je caricature, vous me le permettrez, mais ceci dit, c'est comme des discours qu'on entend de temps en temps sauf que la réalité derrière, c'est que, et les urbanistes le disent bien, c'est qu'il y a des fonctions de régulation sur les territoires et dans le développement des territoires, et on se rend compte que c'est bien souvent les organisations de l'ESS qui viennent les proposer, qui viennent les mettre en œuvre. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense que les PTCE sont, dans les registres territoriaux, des outils majeurs qui peuvent, et qui le font déjà, j'en suis convaincu, parce que je donne notre exemple, je suis convaincu qu'il y en a d'autres par ailleurs, et qui sont des outils majeurs pour développer ça. Dernier exemple par rapport à ça, quand on crée un GEC, par exemple, parce qu'on a dans notre écosystème, on a 3 GEC, interprofessionnel, BTP et industrie. Quand on crée un GEC, alors bien évidemment qu'on vient créer un outil d'alternance avec les entreprises, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe surtout derrière? Et ça, si on le conscientise, ça prend dans le temps une puissance assez importante. C'est qu'on vient créer un lieu permanent de mobilisation des entreprises sur les questions territoriales, sur les questions de gestion des compétences de leur branche à l'échelle du territoire, et de mobilisation des entreprises sur les coopérations territoriales. Donc c'est ça qui est intéressant, et c'est là qu'on voit bien la force de l'ESS. Il y a le service d'une part direct qui est derrière, mais il y a aussi le processus qui est sous-tendu et qui vient fixer, figer, alors pas au sens du manque de souplesse, mais dans tous les cas inscrire des relations socio-économiques très transversales sur le territoire.
Oui. Michel Abervet, donc comme on a peu de temps, je vais être un peu caricatural. Alors, a bien institué l'origine des PTCE, c'est un peu faire un contrepoint aux structures, aux pôles de compétitivité, en disant qu'il valait mieux faire de la coopération que de la compétitivité. Et de ce point de vue, il faut bien acter que 10 ans plus tard, on est très loin d'avoir atteint le degré de crédibilité de la compétitivité. Il s'en faut de 2 ou 3 zéros dans les chiffres concernés pour arriver à peu près à être à la même échelle. Mais l'idée demeure pour autant tout à fait pertinente et Stéphane vient de l'illustrer parfaitement. Deuxième point, comment ne pas regretter que les programmes agréés en 2013 et 2015 par l'État n'aient jamais été évalués, ce qui fait que la réponse à la question que pose François, personne ne l'a, parce que les programmes ont été arrêtés à un moment donné, que l'État, pendant 3 ans, s'est désintéressé de ce sujet, avant qu'Olivier Grégoire ait l'intelligence de les reprendre et de dire que plutôt de reconstituer quelque chose, on va mettre quelque chose qui a été progressivement construit et remettre en mouvement. Et comment ne pas regretter, quand on voit le calendrier politique, de voir qu'on a recommencé en 2020 ce qui aurait dû être commencé en 2017. Merci Michel. Je suis désolée, on va devoir arrêter l'atelier. Juste avant, parce qu'il y a une réaction du département du Pas-de-Calais qui assiste en visio, qui a cru comprendre que le département était exclu du soutien au PTCE. Stéphane, si tu veux, voilà, peut-être juste dire un mot sur le volet avec les départements, parce qu'il y a de nombreux départements qui soutiennent ces démarches. Et peut-être juste avant, par rapport à la question de François Bernard, il y avait les questions des liens avec les entreprises, mais aussi, je pense, la question des liens avec les artisans. Et là, il y a beaucoup de PTCE qui, on en a eu un témoignage la semaine dernière à l'Ermitage avec la Maison de l'Emploi, la Maison du Pays de Bray, qui a vraiment présenté la façon dont, structurellement, enfin, le PTCE avait développé des actions avec la Chambre des métiers, et donc travaillant avec l'ensemble des artisans du territoire. Et là, il y a vraiment, enfin, je pense, donc, énormément de PTCE, ces liens avec les entreprises de proximité, donc le lien avec l'économie de proximité. Les liens avec les départements? Non, alors, enfin, chez nous, dans tous les cas, le département est présent pas suffisamment, pas assez. Si je dis ça, c'est pas une critique, une forme de demande implicite. Des langues qui peut-être n'écoutent pas de toute façon. La loi NOTRe est venue mettre quand même quelques difficultés dans tout ça. Voilà, c'est-à-dire que les départements, alors certains ont une action très volontariste et vont soutenir le SS. Je pense que toutes et tous, on a des exemples là. Le département des Landes a fait partie de ceux qui cherchent encore un petit peu la façon de se positionner. Il y a une entrée très jeunesse, en l'occurrence, mais pour le coup, qui est peut-être un peu réduite au regard effectivement des questions économiques que l'on développe et que l'on partage là. Mais les départements peuvent être présents, sont présents. Je pense qu'on n'est pas un cas d'espèce rare. Et puis, je constate dans tous les cas, enfin, sur la région de Nouvelle-Aquitaine, qu'il y a de plus en plus de départements qui se réinterrogent et qui se remettent en mobilisation autour de l'économie sociale et solidaire de façon générale. Donc, le PTCE, pourquoi n'en ferait-il pas au bout d'un moment aussi le bénéfice? Donc, je pense que c'est en train de bouger, mais il n'y a pas d'interdit dans tous les cas. Il y a eu quand même effectivement un petit trou d'air avec le. Merci. Merci beaucoup. On va conclure cet atelier. Merci à vous pour votre participation. Pour prolonger les réflexions sur le sujet, dans cette même salle, à 16h, il y a la projection du documentaire Entre les plis, autour des questions des processus de coopération en présence de son réalisateur Guy Baudon, qui est là, et donc documentaire qui est inspiré de l'expérience de l'Institut des territoires coopératifs. Je vous invite vraiment à 16h à nous rejoindre dans cette même salle. Merci beaucoup.